OK. This meeting is being recorded. Je vais partir le YouTube. Bonjour Claude, bonjour Marie-Ève. Bonsoir Marie-Ève, bonsoir Claude. Alors, tu pourras me confirmer quand on sera... Dans les prochaines secondes. Bon, c'est fait. C'est live. C'est live, bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière séance virtuelle, en principe, là, du Conseil des maires. Il reste quelques petits détails à vérifier, mais on pense être en mesure de revenir en présentiel, alors ce qui est somme toute une bonne nouvelle. Donc, on suit, vous avez vu, comme tout le monde, j'imagine, les mesures, un retour à la normale qui s'installe tranquillement, pas vite. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu l'ordre du jour. S'il n'y a pas de questions, pas d'ajout, ça me prend quelqu'un pour proposer. Patrick, j'aimerais juste faire une modification à l'ordre du jour, s'il permet. Oui, je permets à Denis. Merci. J'ai vu comment a été organisée la section du CLD. Moi, j'aimerais qu'on puisse aller dans l'ordre 4.1, 4.2, 4.4. On reviendra sur 4.3, 4.5 et 4.6 par la suite. Bien, en fait, Denis, je te dirais que tu prendras le point au complet, puis étant donné que c'est toi qui vas le présenter. Oui, en partie. Donc, très bien. Amuse-toi dedans, puis on suivra. Je tenterai de te suivre. Très bien, très bien. C'est bon. Donc, avec la modification demandée par Denis, j'aimerais quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. On a Louis et Pierre. Excellent. Donc, période de questions du public. David, est-ce qu'on a reçu des questions? Non, on n'en avait pas. Toi, Robert, en as-tu reçu? Non. Parfait. Ça va pour ça. Donc, en point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier. Est-ce que c'était fidèle à ce qui s'est passé à la suite de la lecture? Si oui, j'aurais besoin de... Claude le propose. Qui, excuse? Claude. Claude. OK, Claude. Merci, Claude. Quelqu'un pour seconder? Lucie? Qui seconde? Parfait. Excellent. Donc, ça nous amène au point 4 que je laisserai Denis présenter. Puis, je tenterai de te suivre, Denis. À la limite, si je ne vois pas les points, si je ne suis pas les points, dis-moi en dernier que tu as fait le tour. On va y aller comme ça. Puis, David, tu vas pouvoir suivre Denis aussi là, pour. Oui, d'accord. Merci. Merci. Donc, je prends le micro, Patrick, ça va? Oui, tout à fait. Merci. Je voudrais présenter Élise Cardinal. Élise, juste pour te rendre un petit peu plus nerveuse, j'avais oublié de te dire que la rencontre est enregistrée, que tu étais live sur la télévision. Donc, ça va. Respire, on expire, tout va bien aller. C'est ça que je fais. Oui. Élise, qui est membre de notre équipe depuis octobre 2018. À l'époque, elle s'occupait entre autres, projet de gaspillage alimentaire et depuis avril 19, elle est dans le responsable gestionnaire de l'artère d'Ambron-Missisquoi. Donc, l'artère a un service de maillage axé sur l'accompagnement et jumelage entre aspirants, agriculteurs et propriétaires. Je nous rappelle à tous que ce projet-là a pris naissance chez nous en 2009 et que maintenant, c'est déployé dans 82 MRC du Québec. Donc, Élise, à toi la parole. Oui, merci Denis. Donc, bonjour à tous. Ma dernière apparition date d'au moins 3 ans. En fait, ça fait longtemps que je n'étais pas venue faire une petite présentation. La dernière fois que j'étais venue, c'était justement pour parler des retombées du projet anti-gaspillage dans la MRC Bron-Missisquoi. Donc, ça me fait plaisir d'être là ce soir. J'avais envie de vous présenter en fait les résultats, les retombées du travail, en fait, là, de l'artère, donc, qu'on fait là, pour favoriser l'établissement de la relève agricole dans Bron-Missisquoi. Si vous me permettez, je vais vous partager, là, j'ai fait une présentation, donc, David, je devrais pouvoir... Oui, OK, parfait. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran en ce moment? Oui. Oui, OK, super.
Je vous cacherai pas que je suis un petit peu nerveuse, mais ça va très bien jusqu'à date. Donc, si j'ai un petit peu la bouche sèche, je vais faire comme si de rien n'était. Donc, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai eu là, le plaisir de remplacer Marie-Pierre Lucier en avril 2019, donc au moment où elle quittait là, pour un congé de maternité. C'est ça, dans le fond, c'était supposé d'être pour un mandat d'1 an et ça va bientôt faire 3 ans. Donc, j'ai le titre là, d'agent de maillage et conseillère en relève agricole. Donc, juste pour faire un petit topo, dans le fond, conseillère relève agricole, c'est que j'accompagne les entreprises agricoles qui s'établissent, donc 0-5 ans. Je vais les accompagner au niveau d'un référencement pour divers professionnels là, dans le monde, dans l'écosystème agricole. Mais à mon arc, j'ai aussi la corde de l'artère. Donc, dans notre région, vous savez que c'est pas si évident que ça de trouver une terre agricole, entre autres là, dû au prix des terres, mais aussi là, les petites fermes donc sont de plus en plus rares là, à trouver dans la région. Donc aujourd'hui, je vais vous parler là, un peu de l'historique, du rôle de l'artère. Denis a fait une petite mini présentation, donc je vais revenir là-dessus. Présentation des services. Donc, c'est quoi l'artère aussi pour vous en informer, puisque vous pouvez vous aussi être des bons agents là, d'information dans vos différentes municipalités, puis nos retombées. Donc, qu'est-ce que ça a amené depuis les 3 dernières années, l'artère dans Bromisquois et au Québec? Vous m'interrompez, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, j'avoue que je ne vois pas très bien s'il y a des mains qui se lèvent, mais si jamais vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas là, à m'interrompre. Donc, effectivement, là, Bromisquois a été le berceau du projet pilote Banque de terre qui est né, en fait, je dirais plus en 2011. Donc, de 2011 à 2017, c'était un projet qui avait été mis en place là, suite au PDZA, le plan de développement de la zone agricole, pour justement essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait aider la relève agricole à venir s'établir chez nous pour dynamiser nos régions puis être sûr là, que notre belle MRC reste dynamique. Suite à ce 6 ans qui a été rempli de succès, il y a eu un grand joueur qui s'appelle le CRAAC, le Centre de référence en agroalimentaire du Québec, qui est venu cogner à la porte, qui a dit « Hey, ce projet-là est vraiment inspirant, on a envie de le déployer à la grandeur du Québec. » Donc, c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, maintenant, il y a 86 MRC au Québec qui adhèrent au programme de l'artère, ce qui fait que ça crée vraiment un réseau, autant pour nous en tant qu'agents de maillage, hyper soutenant, que pour les gens qui s'inscrivent, ça leur permet de se relayer entre eux. Donc, quelqu'un qui s'inscrit dans Brome-Missisquoi pourrait décider d'aller zioter du côté de la Haute-Yamaska et vice-versa, ce qui offre un beau potentiel là, de possibilités. Donc, comme je vous disais, là, nous, pour l'instant, on est encore inscrits là, plus au niveau de la Montérégie. On verra comment que ça va bouger là, au niveau de l'artère. En Montérégie, la manière que ça fonctionne, c'est que dans mon emploi, j'accueille autant les aspirants que les propriétaires. Du côté de l'Estrie, eux ont une manière un peu différente de fonctionner. Donc, on va suivre là, la mouvance dépendamment de comment est-ce qu'on va s'ajuster à tout ça. Mais tout ça pour dire qu'en Montérégie, sur les 15 MRC, il y en a seulement 2 qui sont encore... donc, ils n'ont pas embarqué dans l'aventure, mais qui se font courtiser là, de manière très forte. Donc, il y a Haut-Richelieu et Acton qui, eux, sont encore un peu les Gaulois de l'artère, mais sinon, on a quand même 13 belles MRC qui font partie là, de l'aventure. Puis, même si les MRC qui n'ont pas adhéré, souvent, il va y avoir du relayage là, au niveau là, des offres là, pour s'assurer là, qu'on travaille en équipe. Donc, l'objectif, en fait, prioritaire là, d'offrir ce service-là, d'avoir un service comme l'artère dans notre MRC, c'est principalement de développer et de maintenir le dynamisme agricole. Donc, on le sait que si les jeunes désertent tranquillement nos campagnes, ça donne des campagnes qui ne sont pas très dynamiques. Donc, l'idée, c'est d'attirer ces jeunes-là, de leur permettre de revenir chez nous ou de rester chez nous et de fonder leur entreprise agricole où est-ce qu'ils vont, évidemment, peupler aussi là, les écoles et créer, dans le fond, de toutes les possibilités d'interaction au niveau de l'écosystème agricole. Aussi au niveau de la mise en exploitation des terres. Donc, si
si on permet, dans le fond, à des jeunes de venir s'établir chez nous, c'est d'avoir aussi, au niveau du territoire, une exploitation positive. Donc, quand on parle de pâturage régénératif, quand on parle d'agriculture de proximité, c'est aussi ça qu'on veut dire, c'est une terre qui est fertile, qui est riche, qui est vivante. Donc, au niveau de la valorisation des actifs, c'est toujours, c'est une des retombées très positives qu'on voit. Donc aussi, bon, par rapport au réseau de professionnels, comme je faisais part tantôt, et au niveau du développement là, économique, social, démographique et paysager, on y gagne. Donc, la présentation des services. Donc, qu'est-ce que c'est en fait les services de l'artère? Donc, c'est un service qui offre autant aux aspirants agriculteurs qu'aux agriculteurs sans relève et aux propriétaires fonciers la possibilité de se rencontrer pour faire des maillages. Donc, que ce soit le démarrage d'une nouvelle entreprise, la reprise ou le transfert d'une entreprise qui existe déjà, ou la vente ou la location au niveau du foncier. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça parce que passer du rêve à la réalité au niveau agricole, ça prend plusieurs étapes. Donc, dans ces critères-là, on a le plan d'affaires qui doit être assez bien avancé, qui est souvent un élément qui ne sera pas si simple parce que c'est un grand travail de réaliser un plan d'affaires, mais c'est une des qualifications qu'on demande d'avoir un plan d'affaires pour être capable de prouver en fait la viabilité de l'entreprise qui va s'établir chez nous, s'assurer qu'elle soit encore là dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, avoir une expérience théorique et pratique liée à la culture qu'on souhaite mettre en place, avoir une mise de fonds. Ça va toujours bien. Avoir un plan de transfert quand on est du côté de l'agriculteur sans relève, avoir un plan de transfert pour transférer son entreprise et avoir une idée de la valeur de son entreprise. Au niveau du processus de jumelage, donc je vous le disais tantôt, on est un bel écosystème, donc où est-ce qu'on travaille tous ensemble, les conseillers en relève agricole, conseillers en gestion, en transfert, agents de développement bioalimentaire chez nous, donc vous connaissez Leslie Carbonneau, elle fait partie de l'équation assurément, conseillers en financement, notaire, fiscaliste, parce que du début, donc de l'accueil à l'adhésion jusqu'au jumelage, il y a plusieurs étapes, dont l'étape de qualification qui passe par le plan d'affaires et l'expérience. Ensuite, les visites suite au repérage, les visites chez l'agriculteur ou chez le propriétaire pour voir est-ce qu'il y a une affinité, est-ce que ça va être là que ça va se passer, et de là se découlent plusieurs rencontres pour s'assurer que le jumelage est positif. Et toujours en bout du compte, il va y avoir une entente qui va être notariée par un fiscaliste ou par un notaire, pas un fiscaliste, mais surtout un notaire ou un avocat, pour s'assurer là, que l'entente est bien en bonne et due forme. Et souvent, pour avoir le financement, ça prend cette fameuse entente-là. Donc, on ne s'en sauve pas. Donc, c'est ça, comme je vous disais un peu, il peut y avoir du démarrage, de l'expansion. On fait l'expansion dans le cadre de l'artère uniquement dans le cas où ça permet une atteinte de la viabilité financière. Donc, on ne va pas accompagner quelqu'un qui serait déjà comme en pleine expansion et désirait expansionner encore plus. Là, c'est plus ou moins le créneau de l'artère. Ça va plus aller justement au niveau du conseiller bioalimentaire, mais au niveau vraiment de l'artère et des conseillers relève agricole, ça va être dans le cas de l'atteinte de la viabilité. Donc, partenariat d'affaires, transfert d'entreprise et les ententes qui viennent là, avec dépendamment du type de projet qui sera choisi. C'est un peu la différence, je vous dirais, là, pour faire un peu un parallèle avec Banque de terre. C'est un peu la différence aussi, c'est que Banque de terre s'en tenait seulement à la location entre un propriétaire foncier et un aspirant agriculteur, tandis que maintenant, les possibilités, là, les types de projets sont beaucoup plus grands en intégrant le transfert et les possibilités de partenariat et d'achat-vente. Donc, le clou de la soirée est retombé de l'artère et les faits saillants. Donc,
je suis très fière de vous annoncer qu'il y a eu 10 jumelages de réalisés qui n'auraient possiblement pas eu lieu sans dans le fond, l'appui des services de l'artère. Donc, 10 jumelages qui sont pour la plupart des ententes en baux de location 5 à 10 ans. Et qui ont donné naissance à 7 nouvelles entreprises qui se sont établies sur le territoire de Brome-Missisquoi. Donc, c'est 3 nouvelles familles avec 4 enfants dans nos écoles. Il y a aussi, là, évidemment, là, des personnes célibataires et des gens sans enfants, mais au niveau là, des nombres de familles et des enfants, qui a permis de valoriser 98 hectares de terre. Donc, on a eu des entreprises maraîchères, donc 4 nouvelles entreprises maraîchères, 2 entreprises qui font de la grande culture, donc se sont spécialisées dans le foin pour chevaux, élevage ovin, élevage bovin, il y a aussi élevage ovicole dans ces jumelages-là. Et si vous voyez, dans le fond, 62 visites de jumelage pour 10 jumelages, vous voyez un peu l'énergie que ça peut prendre pour s'assurer que le jumelage... une fois l'entente entamée, là, il y a eu tout un débroussaillage de vers où on s'en va, c'est quoi les intérêts, c'est quoi les visions, la valeur des deux parties qui sont mis ensemble dans l'entente. Et au niveau là, des chiffres pour le Québec, donc c'est 124 jumelages dans les 3 dernières années. Ça, vous prenez en considération là, maintenant les 86 MRC, donc 95 démarrages et 23 transferts de ferme. Dans le démarrage, il y en a, je vous dirais peut-être le 2 tiers qui sont en location et le tiers qui sont en achat-vente. Donc, quand même, ça, c'est intéressant. Et au niveau là, de l'écosystème global, on peut être fier là, d'avoir participé au démarrage de 260 entreprises et 64 entreprises qui ont été transférées de près ou de loin. Donc, ce n'est pas un jumelage qui est direct avec l'artère, mais dans lequel un agent de l'artère a été impliqué. Donc, c'est ça, je tenais aussi là, à vous allumer par rapport à l'aspect, sûrement que beaucoup d'entre vous, vous le savez, mais c'est pas évident de trouver toujours la manière de se positionner pour trouver la relève. Quand je vous dis que nous, on fait du transfert, dans le fond, c'est du transfert toujours hors cadre familial. Donc, sinon, il y a les centres de transfert qui font vraiment du transfert quand c'est parenté. Nous, on fait hors cadre familial, donc non apparenté. Et une personne sur 4 là, qui souhaite transférer dans les 5 prochaines années n'a pas de relève selon le MAPAC. C'est quand même inquiétant. Donc, j'en profite en même temps pour vous demander ou vous informer de cette situation-là et voir si c'est possible dans vos canaux de communication respectifs, dans vos différentes municipalités, de faire partager l'information que c'est un service qui est offert dans la MRC, c'est gratuit et le soutien est là pour permettre, dans le fond, l'établissement de la relève agricole sur notre territoire. Il y a Lucie qui avait une intervention. Oui. Oui, merci Élise pour la présentation. Pour poursuivre un peu sur le point que Pierre a amené tout à l'heure concernant l'hébergement, la difficulté de loger, dans le fond, les travailleurs en milieu agricole, sur les 10 jumelages qui ont été réalisés, je suis curieuse de voir en termes là, d'hébergement, comment ça s'est concrétisé. Est-ce qu'il y avait une possibilité qu'ils puissent loger sur place ou est-ce qu'ils ont trouvé à se loger autour ou comment ça a fonctionné? C'est une excellente question. Je vous dirais que les offres qui contiennent un logement sont dans mes highlights parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens qui offrent des terres résident sur la terre, puis en zone agricole, il y a souvent seulement un logement par terre. Donc, sur les 10, il y en avait 2 que les gens peuvent résider sur place. Ils ont tous été capables de se reloger aux alentours, donc en louant un appartement à proximité ou parce que leurs parents étaient dans la région. Donc, ça n'a pas été un enjeu, mais assurément que pour le futur de l'artère, étant donné que les logements, pour l'instant, se font rares, c'est sûr que c'est un frein à d'autres jumelages. Le fait que les terres qu'on a à louer n'ont pas souvent de deuxième habitation sur place. Okay, merci. Il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Élise, merci. Très belle présentation. Alors, on a de quoi être fiers. Hein, oui.
Bref, excellent. Donc, j'imagine que Denis continue. Je vais prendre le relais. Oui, merci, Élise. Merci beaucoup. Je vous quitte. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Belle soirée à toi, beaucoup. Élise. Bye bye. Merci. Bye bye. Je vais prendre le relais et si vous voulez bien, je vais partager une présentation que j'ai. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Donc, j'ai quelques sujets que je voudrais partager avec vous. Je vais commencer avec le rapport des activités. Je vous l'envoie tous les mois et je pense qu'on va en parler un peu plus loin. Celui du mois de décembre va vous être déposé de façon officielle au Conseil des maires. Un simple rappel que je vous fais, si vous avez des questions, si vous avez besoin de points d'éclaircissement, vous souhaitez qu'on y traite de sujets qui ne sont pas mentionnés dans le rapport d'activité, contactez-moi, ça me fera grand plaisir d'enrichir le contenu. L'idée derrière tout ça, c'est de vous tenir informé de façon la plus transparente possible sur ce qu'on fait, ce que ça donne, et voilà. Ça fait le tour pour le rapport d'activité. Sinon, j'avais préparé une présentation en lien avec notre rendez-vous économique, mais j'ai l'impression qu'une partie de ma présentation a été scoopée par Pierre Fortin de Raymond Chabot, mais si vous Excuse-moi, permettez, Denis, excuse-moi, est-ce que tu peux le mettre en mode présentation, ton PowerPoint, ou il serait un peu plus gros, je crois? Ah oui. Sinon, écoute, on sera avec ça, c'est pas grave. Là. La touche F5, normalement, ça fonctionne, si je peux me permettre. Mais en bas à droite, il y a un écran, là. En bas à droite, complètement à droite. Un peu plus à droite, le dernier. Le dernier à droite. L'autre après. Après, oui, celui-là. Celui-ci? Oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Bon. À partir de la diapositive actuelle, je savais que j'allais avoir un petit défi technique. Donc, je comprends que la présentation est petite. Pardon? Si vous voyez bien tout le monde, là, on va y aller comme ça, Denis, il n'y a pas de souci. D'accord. Je me pratiquerai pendant le mois prochain et je serai meilleur la prochaine fois. Parfait. C'est bon, merci. Donc, je reviens sur notre rendez-vous économique. Tantôt, on parlait de la date du 2 mai, donc c'est maintenant convenu, le lundi 2 mai à compter de 13 heures. On vous attend en très grand nombre. Sinon, revenir sur les intentions derrière cette grande démarche-là, qui était d'informer, de mobiliser et d'engager les entreprises dans se mettre en mode solution avec nous pour surmonter les enjeux auxquels on fait face maintenant. Les priorités, puis à défaut de ne pas répéter tout ce qui s'est dit, mais on reconnaît que les enjeux de main-d'œuvre et de productivité des entreprises, c'est un enjeu qui est particulièrement important, l'adaptation au changement climatique. On pense entre autres les enjeux de l'eau, les impacts sur nos activités récréatives, on pense aux stations de ski, on pense aux impacts sur notre agriculture, notre milieu, notre qualité de vie. Logement, on en a parlé beaucoup, l'abordabilité et la disponibilité sont des enjeux particulièrement criants. Le transport et la mobilité, bon, c'est aussi bien les biens et les personnes. On a une augmentation importante du volume qui est en transit sur notre territoire. Ça a des impacts importants sur la fluidité, sur la cohabitation des visiteurs et des visités, des enjeux de cohabitation entre les usages aussi. Pour reprendre les mots de Francis un peu plus tôt aujourd'hui, notre réseau supérieur est bien chargé et ça crée une pression importante sur les réseaux locaux. Donc, au niveau de la transformation numérique aussi de nos entreprises, au Québec, on prend un retard sérieux. On n'arrive pas à bien s'approprier cette opportunité-là. Et juste à titre d'information, le gouvernement du Québec a désigné il n'y a pas longtemps un innovateur en chef. Un grand constat qu'a produit le Conseil de l'innovation du Québec, c'est que 80% des projets d'innovation en entreprise concluent par un échec. Il y a un élément qu'on ne maîtrise pas bien qui est la gestion du changement dans les organisations. Donc, un travail de fond à faire pour faciliter l'appropriation de ces opportunités-là. Je pense que tous ensemble, on devra s'y consacrer. Sinon, au niveau du COVID-19, le point suivant,
Donc, j'avais fini avec le rendez-vous économique. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça fait plaisir d'y répondre. Patrick, je ne vois pas les gens à l'écran. Est-ce que les questions en lien avec... Oui, je les regarde. S'il y en a, Denis, je te fais signe sans faute. Très bien, merci. Sinon, le prochain élément que je voulais, avec lequel je voulais échanger avec vous, ça touche le fameux calendrier, le COVID-19. On voit bien qu'avec le calendrier qui a été publié par le gouvernement, que la fin des restrictions approche. Il y a le plaisir de penser qu'on va être capable de reprendre une vie qui va ressembler davantage à celle d'il y a 2 ans. Je me souviens encore le 13 ou le 14 mars 2020, quand on nous a dit « Faites vos boîtes, vous allez à la maison pour quelques semaines », mais ça va faire bientôt 2 ans. Donc, il est bien hâte de reprendre une vie un petit peu plus normale. Vous vous souvenez peut-être aussi que dans le cadre du COVID-19, le gouvernement du Québec avait confié à la MRC la gestion de deux prêts, 2 programmes d'aide financière pour les entreprises du Québec, de notre région, entre autres le POMP, qui est le programme d'aide d'urgence aux PME, et aussi l'AERAM, qui est l'aide aux entreprises en alerte maximale. On se souvient à une époque, chaque zone avait une désignation par couleur. Et quand on se retrouvait en zone rouge, comme l'Estrie l'a été un petit moment au niveau de la santé publique, mais ça mettait en arrêt un certain nombre d'activités, notamment tout ce qui touche la restauration, les gyms, les spas, bars, salles de quilles, voilà, tout ce qui semblait non essentiel pour le gouvernement. Il y avait quand même certaines règles qui étaient définies par le gouvernement quant aux interventions qu'on pouvait faire avec ces fonds spéciaux. La limite était de 50 000 $ par prêt. On pouvait allouer jusqu'à 3 prêts maximum sur une période de 12 mois. Et le maximum de nos interventions, encore une fois sur un calendrier de 12 mois, était de 150 000 $ par dossier d'entreprise. On a reçu une série d'enveloppes, 7 ou 8 enveloppes qui ont été demandées par le Conseil des maires, notamment, pour une somme avoisinant les 5 millions de $. Toutes les entreprises qui avaient des besoins supérieurs aux outils, aux moyens d'intervention, on les référait vers les bonnes ressources. Fonds spéciaux COVID-19, donc en résumé, on a octroyé 135 prêts pour une valeur totale de 4,46 millions. Donc, dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux PME, 57 dossiers pour une valeur moyenne des prêts de 34 000 $. Et pour l'aide d'urgence, l'aide aux entreprises en alerte maximale, un peu plus de prêts pour une valeur totale de 2,5 millions et 32 000 $ de moyenne par prêt. Une des conditions ou une des mesures qui était particulièrement intéressante pour les entreprises, c'était les prêts en lien avec l'État de l'AERAM. Il y avait une notion de pardon qui était rattachée à ce prêt-là. Le pardon avait aussi certains paramètres. Il ne pouvait pas être supérieur à 15 000 $ par mois, l'interruption des affaires. Il ne pouvait pas être supérieur à 80 % du montant du prêt qui avait été accordé. Et cette somme-là devait être utilisée pour défrayer des frais d'occupation ou des frais financiers, loyer, intérêts sur hypothèque, assurance, taxes municipales, compte d'électricité, de gaz. Donc, l'idée, c'était d'alléger le fonds de roulement des entreprises qui étaient condamnées à ne pas opérer compte tenu du risque, du type d'activité dont ils étaient les bénéficiaires. Concernant les AERAM, donc, on a fini de faire l'évaluation de ce qu'on appelle le fameux pardon. Donc, on a analysé 78 dossiers de prêts. Je rappelle que le prêt moyen était de 32 000 $. Le pardon moyen qui a été octroyé sur ces prêts-là, donc, avoisine des 25 000 $ par prêt, ce qui laissait un solde résiduel moyen, encore une fois par prêt, de plus ou moins 7 000 $. Donc, sur les 2,5 millions qui ont été prêtés en vertu de ce programme-là, c'est 1,95 million de $ qui a été retourné en subvention aux entreprises. Les conditions rattachées aux prêts qui doivent être remboursés, les conditions sont particulièrement avantageuses. Il y a eu un moratoire sur les intérêts, un moratoire sur la remise de capital,
une période un terme de 3 à 5 ans et un taux d'intérêt de 3 %. Donc, ce sont des conditions plus qu'avantageuses dans le contexte actuel et je suis assez content de voir qu'un grand nombre d'entreprises ont choisi d'en prendre avantage. Un point d'information qui est quand même important, les entreprises devaient nous faire la démonstration qu'ils avaient un besoin d'aide financière. Une entreprise qui déposait une demande d'aide, mais qui nous faisait la démonstration que les liquidités étaient nettement suffisantes pour être capable de passer à travers la tempête dans laquelle on se trouvait, ben, faisant en sorte que ce dossier-là n'était pas admissible. C'était vraiment un fonds d'aide pour les entreprises qui en avaient besoin. Je vous parle de ça aussi ce soir parce qu'on arrive, le déconfinement va prendre forme de plus en plus et la capacité des entreprises de déposer des demandes d'aide financière vont bientôt se terminer. J'entends encore M. Fitzgibbon dire une entreprise qui nous dépose une demande d'aide financière 3 ou 4 mois après la période où c'était permis de le faire. On peut douter de son besoin réel de financement au besoin où il le demande. Donc, c'est pour ça que c'est important d'agir avec beaucoup de diligence dans ce genre de dossier-là. Donc, en résumé, 77 % des sommes prêtées ont été retournées en subvention. Je considère que c'est une excellente nouvelle pour nos entreprises. Voilà, pour le fonds spécial COVID. Et finalement, une dernière chose, ça vient rejoindre un peu la présentation qu'a faite Pierre Fortin en début de rencontre et à travers l'accompagnement de ces 135 dossiers de prêt, ça nous a confirmé certains enjeux dans nos entreprises dont je vous fais la liste ici, qui s'avèrent être nos priorités d'action pour 2022, puis qui sont tout à fait en ligne avec les grands chantiers dont on a parlé en début de soirée en lien avec notre rendez-vous économique et le diagnostic qui a été établi par Raymond Chabot sur l'état de la situation sur notre territoire. Donc, ça ferait le tour de mes points. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux peut-être fermer notre présentation. Il y a des commentaires, des questions? Non? Ça va? Merci. Sinon, je nous amènerai au point 4.3 qui était l'accessibilité de certains documents du CA, du CLD. Je pense que c'est un point pour Robert. Oui. Ben, je peux le faire aussi, là. Dans le fond, chaque mois, les membres du conseil vont avoir accès à certains documents du CLD, là, notamment certains rapports d'activité, les rapports des comités du CLD, ainsi que du PV du CA, du CLD. Là. Ça va être disponible sur le box à chaque mois. Parfait. Merci, David. Ensuite, on va avec 4.4. 4.4, non, je vais passer à travers. On irait plutôt sur 4.5, Patrick. Et l'autorisation de signature de l'avenant 14. Oui. Contrat de prêt conclu. Donc, on a besoin que le conseil autorise notre préfet à signer un document qui nous permettrait de recevoir la dernière tranche de financement qui nous permet d'agir avec les prêts COVID-19. Je propose. C'est l'enveloppe supplémentaire de 700 000 $ pour le... Oui, qu'on avait débordé. Donc, vous m'autorisez à signer Louis et Sylvie. Ça va pour ça. Donc, ça nous amène à 4.6. Et l'autorisation de paiement au CLD dans le cadre de l'avenant 14 du prix d'urgence. Donc, j'imagine qu'une fois que vous allez recevoir l'argent, c'est de nous la transférer au CLD. C'est une somme aussi de 3 % là, du 700 000 qui va être remis au CLD, donc 21 000 à titre de frais de gestion, là, tel que permis par les ententes. Parfait. Qui est quelqu'un pour proposer? On a Laurent et Claude. Daniel. Parfait. Donc, ce qui nous amène, ça va pour ça. Dans le fond, ça fait le tour pour toi, Denis? Ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, Denis. En point 5, état de la situation au 15 février 2022 là, au niveau de la COVID. Robert, peut-être un topo, puis on a un point au niveau de la distribution des tests de dépistage aussi. C'est ça. Ça fait que je ne reviendrai pas sur le calendrier de déconfinement. Vous le connaissez. Pour vous dire, par exemple, comment la situation a évolué rapidement. Là, au début du mois, il y avait environ 150 hospitalisations en Estrie. Aujourd'hui, il en restait 94.
Vous voyez la baisse importante des hospitalisations, ce qui donne une marge de manœuvre au gouvernement pour déconfiner. De 1. 2, nous avons reçu au bureau des boîtes de tests pour les besoins des municipalités. Alors, vous avez été contactés pour que chacune des municipalités puisse recevoir des boîtes de tests. Le CA de la MRC a adopté une formule de répartition qui tient compte du nombre d'employés, des services d'incendie, des services policiers, des services de travaux publics, etc. Et c'est des boîtes de 20 tests. Et c'est une première livraison. On nous a dit qu'on en aurait d'autres éventuellement. C'est tout. Merci, Robert. Donc, ça fait le tour pour ce point-là. Ça va. Ce qui nous amène au rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 10 février. On a une demande d'appui. Oui, c'est Nathalie ou Oriana. Oui, effectivement. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Excellent. Merci beaucoup. Alors, effectivement, ce soir, on vous amène 4 sujets. Les premiers découlent du dernier comité gestion de matières résiduelles qui a eu lieu jeudi passé, donc le 10 février. Et il s'agit d'une demande d'appui des écoteries d'Essourdi à la MRC concernant l'implantation d'un centre de tri des résidus de construction, rénovation et démolition, connu sous l'acronyme des CRD, à Bromont. Donc, petite mise en contexte, vous savez que les CRD sont toujours en augmentation. On a vu surtout un boom immobilier des dernières années. Déjà, Bromissisquoi s'est placé déjà en 2019 comme la deuxième MRC la plus génératrice de CRD per capita. Et bientôt, le gouvernement nous annonce qu'il va y avoir des pénalités pour enfuir des CRD non triés. Et en plus de ça, on parle beaucoup des Bromissisquoi, mais il y aurait tout un tonnage à aller chercher aussi dans la périphérie des Bromissisquoi et même les tonnages des CCI, les fameuses industries, commerces, institutions aussi, qui sont en augmentation. Donc, ces projets de centre de tri, ça a déjà été appuyé par la Ville de Bromont dans sa séance de conseil de 7 février dernier, pardon. Donc, c'est récent, c'est juste la semaine passée. Et ces projets contribuent aussi aux objectifs gouvernementaux et aussi de notre MRC par rapport au PGMA, que vous savez, c'est les plans gestion des matières résiduelles. Aussi, les BAP, qui est le Bureau des audiences publiques sur l'environnement, a sorti des nouveaux objectifs et dans ces objectifs aussi, c'est de baisser le plus possible les déchets ultimes, notamment les CRD. Et ces projets aussi contribuent beaucoup à la nouvelle zone d'innovation, vous savez, qui a été annoncée aussi récemment par le gouvernement au Parc scientifique de Bromont. Aussi, il y a un volet d'économie circulaire, donc ça contribue énormément à la symbiose. Et donc, bref, ça contribue à atteindre les objectifs gouvernementaux. Et la demande, surtout, c'est ça qu'il faut retenir ce soir, des écoteries d'Essourdi, c'est pour avoir une subvention auprès de Récit Québec. Et les projets ciblent son déploiement sitôt que cette année. Donc, déjà, printemps, cet été, on prévoit déjà avoir un centre de tri en construction. Les permis aussi sont en demande actuellement. Donc, voilà, c'est ça la résolution qu'on vous présente ce soir. Évidemment, on demande des conditions. Oui, d'appuyer Écoterie d'Essourdi pour le développement d'un centre de tri, mais le comité recommande aussi que la MRC partage des renseignements qui collaborent avec Écoterie d'Essourdi, mais à sa place aussi que Écoterie d'Essourdi, c'est le dernier aspect de la résolution, c'est qu'ils partagent des tonnages valorisés, qu'ils considèrent aussi les tonnages des MRC limitrophes, qui ne se concentrent pas seulement sur les tonnages potentiels des Bromissisquoi, que tout résidu non valorisé soit acheminé pour enfouissement à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles des Bromissisquoi, et que, advenant les cas, que la Régie se positionne aussi pour avoir aussi un centre de tri pour les CRD, dès que Écoterie d'Essourdi et la Régie puissent collaborer dans la valorisation des CRD.
Alors, avant de passer à l'adoption, je ne sais pas s'il y aurait des questions ou des commentaires. Questions, commentaires? Ça va? S'il n'y a pas de questions, commentaires, ça va prendre quelqu'un pour proposer. On a Denis et Robert. Ça va? L'autre point, Ariana? Parfait, merci beaucoup. Deuxième point, c'est aussi une demande du groupe d'Essurdi, mais c'est dans la forme d'une autre entité légale connue sous le nom de transport d'Essurdi. C'est toujours aussi un lien avec une meilleure valorisation des CRD, mais cette fois-ci pour un projet pilote de tri à la source, aussi à Bromont. Donc, bon, je ne répéterai pas tous les contextes des CRD, la situation actuelle dans Bromont-Missisquoi, même au Québec. Mais je pense que c'est important de vous dire ce soir aussi que ce projet a déjà quelques équipements déjà en place parce qu'il prévoit un déploiement aussitôt qu'avril 2022, entre avril et novembre 2022, à Bromont. Ils sont déjà aussi en collaboration non seulement avec la Ville, ils ont reçu également un appui dans les derniers conseils de la Ville de Bromont du 7 février, mais aussi ils sont en collaboration avec d'autres instances comme les CERIEC, qui est le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire de l'ETS, qui est l'École des technologies supérieures. Également, ces projets contribuent aussi au BAP, aux objectifs du PGMR, l'aspect innovation, l'aspect économie circulaire. Ces projets aussi, et c'est pour ça qu'on les demande dans 2 résolutions différentes, est admissible aussi pour une subvention, mais dans le cadre d'un autre programme avec Récit Québec et Investissement Québec. Et dernier point très important sur ce projet, c'est son caractère de reproductibilité pour les restes de Bromont-Missisquoi. Donc, ce que les comités proposent, c'est d'appuyer cette demande des transports d'Essurdi et de permettre à la MRC de partager des renseignements, de collaborer avec la Ville de Bromont, aussi avec CERIEC ou d'autres partenaires en cours de route. Mais il y a une condition aussi pour transport d'Essurdi, d'élaborer et soumettre un rapport aussi dans le but de faire des recommandations et déterminer les conditions de reproductibilité pour Bromont-Missisquoi et également de fournir des données utiles à la MRC pour atteindre ces objectifs de valorisation. Donc, encore une fois, avant de passer à l'adoption, je ne sais pas s'il y aurait des questions ou des commentaires. Moi, oui, je propose. Oui, Mme Dion-Raymond, oui. Ben, je propose. Martin, seconde. Il y a des questions, là. Poser des questions. Oui, bien, en fait, l'idée avec les demandes, c'est qu'on s'entend que c'est la région, hein, on veut favoriser l'aspect régional dans tout ça. Puis je pense que les ordi ils logent à la même enseigne, là, Louis. Bon, bien, ça y est, proposé par Sylvie, secondé par Martin. Ça va pour ça. Donc, on est rendu à l'autorisation de signature de l'addenda 1 à l'entente intermunicipale. Oriana? Oui, effectivement, c'est toujours moi. Donc, c'est vraiment une mise à jour seulement parce que, petite mise en contexte, en janvier 2020, on avait déjà signé une entente intermunicipale entre la MRC et la Régie de gestion des matières résiduelles de Bromont-Missisquoi pour permettre de gérer et valoriser les matières autant, de l'écocentre régional situé à Cowansville, mais aussi des autres écocentres satellites. Donc, la raison pour laquelle on revient ce soir au Conseil, c'est simplement pour signature d'une addenda qui nous permet d'intégrer de nouvelles modalités. Par exemple, depuis 2 ans, nous avons un achalandage en augmentation. Donc, il s'agit d'ajuster le nombre de visiteurs et le nombre de tonnages attendus. Aussi, on a des nouvelles catégories, par exemple. Dorénavant, on accepte les tubulures acéricoles, on accepte les plastiques agricoles, soit dans des sacs, ou la nouvelle modalité, c'est depuis décembre, nous avons une presse aussi qui fait des ballots, des plastiques pressés. Et il y a des nouveaux volets aussi à développer, notamment à l'écocentre régional, par exemple, les volets d'optimisation, que je vous rappelle, on avait adopté une résolution à cet effet en octobre dernier. Donc, juste pour ceux qui n'étaient pas là à cause des élections, il s'agit d'un projet qui va bonifier l'offre de l'écocentre régional
Par exemple, il va y avoir un centre de réemploi pour les matières résidentielles, des constructions, rénovations, démolitions, par exemple des portes, des fenêtres, des planches, des bois, par exemple. Mais aussi, il s'agit d'acheter des nouveaux équipements et d'ajouter des nouvelles signalisations pour continuer à offrir un meilleur service à l'ensemble de la population. Donc, voilà, c'est ça qu'on vous propose, c'est de nous permettre simplement de signer cet addenda pour intégrer toutes les nouvelles modalités des écocentres de cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Lucie, tu proposes ou tu as une question? Tu proposes? Parfait. Guy Seconde? Daniel. Guy a été plus vite, Daniel, tu seras le prochain. Ah, c'est pas grave. Donc, ça nous amène à l'autre point. Donc, projet de centre de tri, justement, à la régie. Parfait. Donc, ça, c'est le dernier point. Je ne sais pas, Monsieur le Préfet, si vous avez des petites mises en contexte, oui, je dirais, avant de vous céder la parole, vous connaissez très bien déjà, je viens de le mentionner, la situation des CRD partout au Québec et dans Brome-Missisquoi. Et sur ça, je vous laisse nous partager la situation actuelle à la régie, s'il vous plaît. Bien, en fait, puis Pierre, qui est président de la régie, pourra rajouter, là, Pierre, s'il y a des bons. Évidemment, la régie, c'est sûr que c'est un avenue pour la régie aussi d'avoir un centre de tri. On est conscient que ce qu'on a comme données par rapport aux intrants, puis on a déjà discuté, c'est des données qui datent quand même de 2 ans. On sait que la réalité change au niveau des CRD et tout, sachant que la régie a déjà le site d'enfouissement, a déjà un site de compostage. Vous n'êtes pas sans savoir, là, toutes les villes vont à la régie. Il y a eu une rencontre qui a eu lieu aujourd'hui avec une présentation. C'est sûr que la régie désire aller de l'avant aussi avec un centre de tri. Le centre de tri de la régie, ce qu'on peut prévoir, c'est qu'il sera en opération vers 2024. Ceci étant dit, avec l'appui qui est fait au niveau des ourdis, évidemment, la régie ne veut pas non plus être pénalisée à ce niveau-là, on comprend. Puis on est très, très au fait. Je pense que c'est d'une importance capitale d'avoir des centres de tri. On est rendu là. Je reprends tout le temps l'exemple du Danemark où j'aimerais tellement qu'on se rende à ce point-là au niveau là, de pouvoir enfouir le moins possible. Alors, puis de revaloriser le plus possible. Donc, la demande de la régie, c'est de s'assurer que la MRC pourra appuyer la régie quand la régie sera prête là, à déposer une demande. D'ailleurs, il y a des considérants que je te laisserai lire, soit David ou Ariana, mais c'est très important. Puis, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'avec les cibles gouvernementales, avec le rapport du BAP, on sait très bien qu'il y aura de la place pour un autre centre de tri. On sait très bien que les intrants vont être de plus en plus. Il y a des nouveaux intrants qui vont arriver aussi, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de matières là, qui sont interdites d'enfouir, donc on se doit de revaloriser. Alors, la demande de la régie, c'est de s'assurer d'un appui là, de la MRC. Peut-être je pourrais te laisser lire les considérants là, les plus importants à ce niveau-là. Puis Pierre, si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on lise les considérants, là, je ne te vois plus. Tu es quelque part. Ah, t'es là. C'est correct. Tu as fait le tour du jardin pas mal. Nous, c'est sûr qu'on va commencer, ce ne sera pas un centre de tri peut-être comme notre concurrent. On va commencer avec la basse gamme, mais ça va être un centre de tri reconnu par un site Québec. Regardez, on va s'en aller avec les moyens qu'on a. Ça ne coûtera pas un gros montant comme peut-être notre concurrent ça va leur coûter, mais peu importe. Notre objectif, c'est de desservir toutes les municipalités de la MRC Brome-Missisquoi, puis à un coût que les municipalités vont pouvoir payer aussi. L'objectif de tout ça aussi, c'est que si jamais on n'aura pas de RCI, tout ça, ça va peut-être être dangereux là, pour des municipalités éventuellement là, qui vont venir à la régie là, pour livrer leurs déchets, parce que si supposons qu'il manque un revenu, bien, c'est sûr que ça va coûter plus cher aussi si on n'a plus de RCI. Là. Si on ne peut pas implanter une bâtisse non plus. Là. Fait que c'est ça que ça va être l'enjeu assez important là, pour la régie. Bien, si on commence avec un projet à notre image, bien, je pense qu'on va pouvoir desservir Brome-Missisquoi aussi. On a Claude Dubois et puis Sylvie Beauregard qui voulaient intervenir. Claude?
Je vais poser la question, étant donné que la ville de Bedford et toutes les autres villes ont des propriétaires, est-ce qu'on devrait se retirer? En fait, le mieux, c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui appuie, mais se retirer. Non, se retirer. Non, on n'a pas plus demandé à Louis de se retirer. Non. Puis c'est un projet qui est à Bromont. Par contre, j'aimerais. C'est sûr qu'il faut que ce soit une autre ville qui appuie là, dans une question. Mais non, Claude, il n'y a pas lieu. David, tu pourras me corriger, mais je ne pense pas qu'il y a lieu qui se retire. Mais c'est ça. Ça pourrait être une bonne pratique si quelqu'un qui n'est pas membre de la régie appuie ces résolutions-là. C'est ça, effectivement. Donc, ça vous va? Donc, avec la résolution et les considérants, là, je peux vous partager les principaux. Là. Oui, Claude, est-ce que tu avais un autre point ou c'est une vieille main? Dans mon image, c'est une vieille main. Tu es tout jeune. Bon, OK, merci. Oui, David, les considérants, s'il te plaît. Bon. Oui. La régie étudie actuellement la possibilité d'implanter sur sa propriété un projet de centre de tri pour les résidus de CRD en vue d'optimiser leur revalorisation. Ces CRD-là sont en constante augmentation dans la MRC, notamment dû à son attractivité. Les résidus de CRD sont pour la majorité enfouis et contribuent à diminuer la performance de la valorisation à la MRC. Au cours des prochaines années, il pourrait y avoir des surcharges et pénalités là, telles qu'il vous a été expliqué. Et puis, la MRC doit adresser davantage la valorisation des résidus de CRD dans le cadre du nouveau PGMR. Donc, ça résume pas mal les considérants. Et puis là, ça serait d'indiquer à la régie que si elle souhaite aller de l'avant avec son projet de centre de tri, que le Conseil des maires se réserve le droit de l'appuyer, évidemment sous réserve d'une présentation. D'indiquer à la régie que la MRC encourage la collaboration entre les divers acteurs du territoire, d'autoriser le personnel de la MRC à partager des renseignements en lien avec les CRD notamment, et afin de contribuer au déploiement du projet, de demander à la régie d'inclure dans son projet des flux de matière en provenance des MRC limitrophes, là où il y a un potentiel, d'indiquer à la régie que la MRC souhaite être tenu au courant de l'état d'avancement du projet au fil du temps. Donc, ça résume en gros la résolution. Il y avait Sylvie Beauregard, je pensais que tu avais baissé ta main parce que tu ne voulais pas intervenir, mais là, je te vois. Désolée, c'est mon erreur, Sylvie, vas-y. C'est correct. Je veux pas être redondante, mais en tant que régie, je pense que, bon, ça fait déjà quelques années là, que c'est dans les cartons d'un projet de centre de tri à la régie. Je veux juste mentionner qu'on a aussi des objectifs là, de réduire au niveau de l'enfouissement et qu'une partie là, des matériaux de construction, oui, sert de recouvrement, mais on doit aussi avoir cet objectif-là là, de revaloriser. Et étant donné que ça fait partie des revenus de la régie, le tonnage à l'enfouissement présentement, on se doit de maintenir aussi et diversifier les revenus de la régie. Et donc, le centre de tri va permettre là, de venir équilibrer puis de garder des taux à l'enfouissement stables et compétitifs parce que on dessert toute la région et à l'extérieur aussi en matière là, d'enfouissement des déchets. Donc, voilà un peu là, le pourquoi qu'on se dirige au centre de tri. Ça peut avoir l'air là, de dédoublement, mais bon, on sait qu'on est une région très florissante et puis on veut garder là, une pérennité là, des prix, des coûts pour la municipalité de la MRC. Parfait, merci Sylvie. Oriana, tu avais un autre point? Oui, merci. Juste pour compléter aussi, comme Mme Beauregard mentionne, on cible aussi la symbiose Brome-Missisquoi du côté du CLD aussi pour justement aider à avancer tout projet en lien avec une meilleure valorisation des CRD. Et un autre devoir qu'on devait à notre comité, et bon, à vous tous ce soir aussi, on s'assurait aussi auprès des Récits Québec, justement,
c'est lui qui peut octroyer les subventions, qu'effectivement la MRC peut appuyer les 2 projets. Et même, il nous recommandait d'aller dans cette voie-là pour avoir des projets qui se complètent et pas seulement dépendre d'un projet. Il nous disait que c'était même sécuritaire, en fait, aussi, d'encourager des projets qui ont un même objectif, mais qui se complètent aussi. Parfait. Bien, merci pour les informations. Donc, à la lumière de ça, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Daniel. Martin. Et Daniel. C'était rapide, c'est bon. Parfait, merci. Merci, Oriana. Ça fait le tour pour les points. Lucie, tu avais une question? Non, OK, tu ne voulais pas. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Oriana. Merci à vous. Bonsoir. Bye-bye. Merci, Oriana. En point 10, le dépôt du 2e projet de règlement là, concernant l'organisation du transport collectif, là, du transport adapté, on avait eu l'avis de motion. Donc, c'est le dépôt du 2e projet. Si je peux faire rapidement sur ce point-là, vous avez eu l'avis de motion que vous avez pris au dernier conseil en janvier et il y avait un premier projet de règlement qui avait été aussi déposé. Ce projet-là était incomplet en ce qui manquait les politiques là, qui étaient en cours d'élaboration. Donc, ce 2e projet de règlement-là vise à intégrer ces politiques-là pour que vous ayez l'information plus complète avant l'adoption à venir, possiblement en mars, si vous allez de l'avant. Et puis, évidemment, aux membres du public, une copie de ce projet de règlement-là, 2e, est sur Internet. Puis, ça prendra un membre du conseil là, pour déposer ce projet-là avec dispense de lecture, si vous le souhaitez. Je vois Lucie qui est parfait. Avec en dispense, 11, dépôt du projet de règlement. Ça va, David? C'était Lucie Dagenet. En 11, dépôt du projet de règlement au niveau des quotes-parts 2022 entre les municipalités, le dépôt corrigé aussi. Ça, c'est le greffier trésorier qui doit le déposer. Oui, donc le règlement que vous avez adopté en janvier, le texte est correct, mais au niveau du tableau à la fin, il y avait quelques erreurs. Donc là, il s'agit de corriger le tableau à la fin pour qu'il soit conforme à ce qui avait été prévu lors de l'adoption du budget. Alors, c'est une correction au tableau du règlement 01-01-22. C'est simplement un dépôt ici, c'est pas de résolution. On n'a pas besoin de... Non. Prochaine fois, Laurent. C'est ça. Parfait, merci à David, Robert. Donc, en point 12, rapport du comité consultatif d'aménagement du 9 février. Nathalie. Oui, bonsoir. Salut. Elle dort pas. Non, il dort pas. Donc, 12.1. Oui, donc, modification du schéma d'aménagement concernant le projet de règlement 050921 qui vise l'agrandissement de l'affectation du site d'enfouissement régional. En fait, là, ce qui est demandé ce soir, c'est de proposer la formation de la commission de consultation. Normalement, la consultation publique devrait avoir lieu en mars. On va suivre, bien sûr, l'évolution des normes sanitaires afin de s'adapter au niveau de la procédure de consultation. Propose. Louis propose et... Caroline, seconde. Caroline, seconde. 12.2, demande d'avis CPTAQ. Oui, c'est dans la municipalité de Sutton. C'est une demande d'aliénation, en fait, là, suite à des réaménagements au niveau de la rénovation cadastrale dans l'emprise, l'ancienne emprise du chemin du Four, qui vise à peu près 910 mètres carrés. Là. Donc, il n'y avait pas d'enjeu au niveau agricole. Alors, le comité vous recommande d'indiquer à la CPTAQ que le tout est conforme. Propose. Question. Qui propose? Pierre et? Je vais seconder, moi. Laurent va seconder. Parfait. 12.3. Oui, recommandation pour les membres agriculteurs sur le comité consultatif agricole. Donc, pour les années 2022 et 2023, le comité vous recommande de nommer Mme Thérèse Ménard-Montier à titre de représentante du groupe 1, M. Daniel Meunier à titre de représentant du groupe 2, ainsi que Mme Rachel Mahana pour représentante du groupe 3. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va prendre quelqu'un pour proposer. Jean-Yves. Greg et Jean-Yves. Parfait. 12.4, nomination de 3e représentant et d'un substitut.
Et comme vous savez, il y a commission conjointe en aménagement avec les MRC Bromissiquois et de la Haute-Yamaska. Siège d'office M. le préfet et M. le maire de Bromont. Et on vous propose de confirmer la nomination de M. Daniel Tétrault à titre de 3e représentant et de nommer Mme Lucie Dagenet comme substitut. Parfait. S'il n'y a pas de questions, on va prendre quelqu'un pour proposer. Caroline. Claude. Caroline et Claude, parfait. 12.5, donc certificat de conformité. Oui, résolution finale 2022-01014 de la ville de Sutton qui vise à retirer l'obligation d'appliquer un clin de bois comme revêtement extérieur sur 2 bâtiments là, ici, sur la rue principale sud, conforme. Parfait. Quelqu'un pour proposer? Propose. Sylvie et Lucie. En 13, on avait un certificat hors comité. Oui, pour la municipalité de Stanbridge Station, modification du règlement de zonage en vue d'autoriser l'usage sablière et gravière dans la zone A4 conforme. Parfait. Caroline propose. Caroline Daniel propose. appuie. Et Daniel appuie. Parfait. Mais ça fait le tour, Nathalie? Oui, mais je me permettrai de partager une bonne nouvelle. Partage. La semaine dernière, la MRC s'est vu octroyer là, plus de 112 000 $ pour réaliser le projet en lien avec Région naturelle habitée, soit le déploiement d'une trame bleue et verte. On vous en reparle plus précisément ultérieurement, mais c'est parti. Félicitations. On aime ça, les bonnes nouvelles comme ça. Hein? Parfait. Merci, Nathalie. Merci. Ça va nous amener au rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 2 février. Oui, Sylvie, OK, je pensais que tu levais la main, c'est bravo. Merci. Ouais. Donc, en 14.1, demande de dérogation à la politique d'investissement commune. À moins que tu voulais faire un tour du rapport, Robert. Non, ça va donc, le comité administratif du 2 février. Ma connexion Internet est instable, ça se peut que j'éteigne ma caméra si j'ai des problèmes. Là, mais donc, procès verbal du 2 février, la demande pour déroger à la politique d'investissement commune du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité. C'est pour une entreprise, donc le CA vous recommande d'autoriser la dérogation à la politique d'investissement commune quant au ratio d'équité inférieur à 15 % et ainsi autoriser cette dérogation. Question? Quelqu'un propose? Sylvie B. Sylvie B. et? Sylvie D. Et Martin était un peu plus rapide. Martin Bellefoy. Demande de modification à la politique d'investissement maintenant? Oui, donc actuellement, on peut, les règles nous permettent de faire des prêts jusqu'à 150 000 $, mais la politique de la MRC, vous ne l'avez jamais modifiée, puis la raison est assez simple, c'est que le gouvernement est en train de revoir les différentes règles, les différentes modalités des politiques d'investissement. Ça fait qu'on va attendre de voir les nouvelles règles avant de tout changer. Mais le CA a quand même pour un cas d'entreprise fait la recommandation au Conseil d'autoriser la modification de la politique d'investissement commune et de faire passer le montant maximum investi par le FLI pour un même bénéficiaire de 100 000 à 150 000 à tout moment à l'intérieur de 12 mois. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va prendre quelqu'un pour proposer. On va le proposer. Laurent va le proposer. Et Daniel. Appuie. Daniel second. Maintenant, avis de motion au niveau du projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie. Oui, suivant l'adoption du projet de loi 49, la MRC doit mettre à jour le code d'éthique et de déontologie des employés. Et puis, divers changements avaient été apportés aussi dans la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le projet de règlement qui vous est déposé ce soir vise à s'ajuster à cette loi-là. Et puis, aux membres du public, vous avez une copie du projet sur Internet qui est disponible actuellement. Puis ça prendrait un membre du conseil pour déposer un avis de motion et présenter le projet avec dispense. C'est ça, si vous n'avez pas de questions. Parfait. Est-ce qu'on a quelqu'un pour le dépôt de l'avis de motion?
Robert? Parfait, merci. En 14.4, dessert de la SQ? Oui, donc ça a été discuté. On va revenir au comité de sécurité publique. Le CA en a discuté, mais le comité de sécurité publique en a parlé également. Parfait. On va en parler tantôt, Patrick. Oui, effectivement, c'est bon. Compte rendu verbal du rapport du comité consultatif sur les services de santé. Bromésiquois, donc on a 15.1 recommandations au niveau du transfert du territoire de Bromont pour le RLS de Congrès. C'est ça. Donc, le comité des services de santé s'est rencontré hier après-midi et il y a eu plusieurs discussions intéressantes. Je vous signale que la personne de la haute direction du CIUS, qui était notre représentante, Robin Mary Coleman, va changer de MRC en Estrie. Et maintenant, c'est le PDG adjoint Donald Hainaut qui va être notre représentant. OK? Première nouvelle. Deuxième nouvelle, effectivement, on a parlé du transfert en Estrie de tous les services encore qui sont rattachés à la Montérégie. Je parle toujours de la santé. Et du fait aussi que la ville de Bromont est toujours, malgré les demandes répétées, et malgré le fait que ça avait été accepté théoriquement, il n'y a pas encore eu de décret adopté par le gouvernement du Québec pour faire en sorte que la ville de Bromont est rattachée au RLS La Pommeraye. Donc, hier, le comité en a parlé. Il y a une recommandation qui est faite pour que la ville de Bromont soit officiellement rattachée par décret. Et hier, Robin Mary Coleman nous a confirmé que le CIUS est en démarche auprès de Québec pour régler définitivement ce dossier-là. Donc, ça serait une bonne synchronisation pour que vous adoptiez cette recommandation-là ce soir. Ben, écoutez, je pense que ça va de soi. Hein? On est rendu là. Ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Caroline. Denis et Caroline. Caroline et Denis, en fait. Caroline et Denis après. Parfait. Suite à ça, au niveau du comité de santé, là, on a le point 16, changement au niveau du service à la Villa des Rivières, demande d'un moratoire. Est-ce que, Dominique, tu peux nous faire une présentation? C'était Dominique que je ne vois pas qui est là. Oui, je suis là, Patrick. OK, je te vois sur l'écran. Alors, tu étais au comité aussi. Peut-être tu peux nous faire un petit topo de la situation. Je sais que Daniel pourra rajouter, puis le cas échéant, moi aussi. Puis on expliquera la demande précisément. Là. Oui, puis Claude aussi, là, pour ajouter s'il y a quelque chose. Là. Alors, j'apporte à votre attention une situation que les résidents de la Villa des Rivières sont confrontés. La Villa des Rivières va changer de vocation. Les résidents ont reçu en décembre dernier une lettre de la Villa leur disant que les services de niveau 2 et 3 ne sont plus offerts. Et ce, à partir de juillet, je n'ai pas les dates exactes, mais environ juillet. Fait que je ne vous cacherai pas que les résidents étaient sous le choc, un peu stressés, un peu désorientés. Ces personnes-là aussi ont été pas mal impactées avec la COVID, donc on peut comprendre là, leur situation. La Villa prenne ces actions-là pour des problématiques de main-d'œuvre et de sous, fait qu'ils ne font pas exception à ce qu'on entend partout. Alors, c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision-là. Maintenant, suite à ça, il y a eu un comité citoyen qui a été fondé, créé. Ça comporte certains élus, des anciens élus, des citoyens. Alors, le comité s'est mis en mouvement et ce comité-là veut travailler avec la Villa pour trouver des pistes de solutions. Et écoutez, juillet, c'est très, très près. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour faire le travail. Alors, c'est ça, c'est le topo en gros là, de la situation. Fait que je ne sais pas, Claude ou Patrick, si vous voulez ajouter quelque chose, Daniel. Ben, en fait, je laisserai parler Claude et Daniel, puis après ça, je fais la conclusion, Daniel. Ben, moi, en réalité, si on regarde tout ça, c'est sûr qu'on parle d'office d'habitation. Ce que le comité et le pôle du pôle de Bedford, ce qu'ils demandent, ce serait un appui de la MRC pour garder le statu quo pour au moins 1 an
le temps qu'on ait le temps de trouver des solutions et de s'entendre avec tout le monde, parce que d'ici juillet, comme Dominique l'a dit, c'est très court. En réalité, ce qu'on demande, c'est le statu quo pour 1 an. À partir de là, ben là, on verra, mais si on peut avoir l'appui de la MRC pour garder le statu quo, pour envoyer M. Savoie, je pense que ce serait quelque chose qui serait très bon pour nous autres. Là. Écoutez, il y avait d'autres. Claude, est-ce que tu voulais intervenir? Oui, OK. Merci, M. Patrick. Et c'est même le délai plus proche que ça parce qu'à partir du 1er mars, ils doivent aviser les résidents d'une augmentation de loyer. Et un jour sur 31, vous donnez deux réponses. Nous, la ville de Bedford, on fait des pieds et des mains avec la résidence Bedford. Il va grandir. J'y pousse un peu dans le dos ou ailleurs pour qu'il avance. On parle de 56 nouvelles habitations pour ces gens-là. Je pense que le moratoire, ça serait bon, mais je pense que même le pôle de Bedford, de toutes les villes de Brome-Missisquoi, devrait avoir chacun envoyé une lettre à notre ministre, Mme Charest, en lui disant que, regarde, demain matin, nous, Bedford, on parle de ça. Peut-être que Farnham va te parler l'année prochaine, peut-être Sutton. Je pense que ces gens-là, comme de Bedford, les régions sont nés dans notre coin, puis je pense qu'ils veulent vieillir chez nous, puis ils veulent rester jusqu'à leur mort. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre ces services-là. On ne peut pas permettre de ces gens-là de s'expatrier ailleurs. Je pense que c'est une question pas juste c'est vraiment politique et monétaire. Mais je pense qu'à côté humain là-dedans, je pense que ces gens-là ne le comprennent pas. Puis si on voit ce que Mme Blais avait dit, on veut des plus petites résidences, plus proches des gens, c'est exactement ce que la ville a fait, mais il trouve une façon de nous en couper quelque chose. Je pense qu'il faut se mobiliser toute la gang parce qu'on va tous y passer un jour. Puis sans être méchant, on est les prochains peut-être résidents de ces endroits-là. J'ai le goût de dire que ça va me prendre un peu plus de temps à moi. Mais je rajouterais peut-être, si vous voulez bien, dans un souci, je pense, parce que là, si on parle d'1 an, mettons, on prend la résolution aujourd'hui, ça nous amène en février 2023. Moi, je vous proposerais qu'on demande que ça soit reporté en juillet 2023 pour un côté pratique. C'est l'été et tout ça, s'il y a des déménagements ou quoi que ce soit. Première des affaires. Deuxième des affaires, oui, de demander aux villes des lettres d'appui et des résolutions. Je comprends l'échéance du 1er mars, mais nos conseils de ville, moi, je prends exemple pour le conseil de Farnham, ça va être le 7 mars. Là. Moi, conseil de ville, je vois d'un très bon œil que Farnham puisse faire une résolution. Puis je ne pense pas qu'il y a aucune ville autour du Zoom ici qui n'a pas envie de soutenir ça parce qu'on s'entend que c'est une situation qui devient régionale. Donc, deux choses, moi, je mettrais ça au 1er juillet 2023. Non pas 1 an, là. Si vous êtes d'accord, je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis effectivement, que les autres villes prennent des résolutions. Caroline, tu avais un commentaire? Bien, nous, en tout cas, je pense que dans le pôle, c'est envoyé parce qu'à Saint-Armand, on l'a fait déjà la résolution d'appui pour le mois de février. Donc, je pense que le pôle a été ciblé peut-être avant, mais je pense que si on peut en avoir de toute la MRC, c'est un bon point. Là. Je pense que en soutien, effectivement. Ça va dans ton sens pour juillet aussi. Parfait. Est-ce que je pense que le délai de juillet 2023, je pense que c'est une très bonne idée. Ça va laisser un peu de temps, mais je pense que l'appui de tout le monde est très, très, très important. Bon. Je propose. Propose, David, tu vas être bon pour nous fignoler les considérants. Là, oui, je vais vous faire quelque chose de poétique. Parfait. Je pense que Denis seconde, là, parce que... Oui, Denis seconde, David. On te met souvent des défis comme ça, mais on sait que tu es efficace. C'est pas ça. Merci tout le monde de votre appui. Les gens de Bedford et les gens de toute la région vous disent merci. Bien, écoute, ça va de soi. Sylvie, tu avais la main levée? Oui, bien là, c'est une résolution qui est acheminée à l'Office d'habitation Brome-Missisquoi, mais je pense que c'est des enjeux de vieillissement. Je ne connais pas parfaitement le dossier, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit acheminer au bureau de Mme Charest pour qu'il y ait un soutien là, comme résidence pour les aînés. Là. Je pense qu'il faut la sensibiliser. Là. Elle est peut-être déjà au courant, mais en tout cas, j'aimerais ça qu'on puisse faire un lien en même temps avec notre gouvernement pour justement soutenir la démarche puis le projet futur. Là. Madame Charest, déjà, au fait, Madame, on lui parle quasiment avec son attaché politique à tous les 2 jours ou 3 jours à cet effet-là. Mais je pense que moi, je pensais que les résolutions devraient tomber sur le bureau de la ministre, Mme Charest, qui va acheminer ça à qui de droit. Nous, on a demandé une dérogation
parce que les services de nuit, ça semblait être un problème. C'est ça. On a regardé ça à la Villa des Rivières, l'hôpital à côté est à moins de 100 mètres. Les ambulances sont à moins de 500 mètres. Donc, la pertinence d'avoir quelqu'un là le soir, c'est tel que tel. Peut-être même dire un bouton panique, là, en dedans de 30 secondes, 40 secondes, il y a quelqu'un qui rentre là. Il faut avoir quelqu'un d'un gardien ou quelque chose, mais ça semble tellement compliqué. Là, je pense que c'est pas faire simple quand c'est qu'on peut faire compliqué. Hein. Bref, on est là, Claude, et le pôle de Bedford, soyez assurés. Oui, Sylvie, D. Je pense qu'il faudrait qu'on l'envoie aussi à Mme Blais. C'est ça, c'était mon commentaire. Très bon commentaire, madame, c'est vrai. C'est elle qui est en charge pour les aînés. Oui. De la sensibiliser elle aussi, puis de voir que c'est pas juste des maisons pour les aînés, c'est d'adapter ce qui est déjà existant pour être capable de, comme tu disais tout à l'heure, Claude, garder les gens chez eux. Bien, de préserver ce qui est déjà existant. On le sait, on travaille fort pour ne pas perdre nos acquis. Là. C'est un combat qu'on mène présentement. Parfait. Donc, David, tu vois acquis de droit là, et tout ça qui est envoyé. Ministre Blais, ministre Charest. Oui, Claude? Je peux me permettre un autre commentaire. À l'époque, quand la villa a été construite, c'était un modèle à suivre. Oui. Maintenant, ils trouvent ça différent. C'est bien pour le dire. Hein? En tout cas, on va veiller au grain. Parfait. Ça va pour ce point-là. Excellent. Ça nous amène au rapport de sécurité publique, Robert? Oui, donc le comité de sécurité publique s'est réuni. 4 points. Le comité a parlé de renouvellement de l'entente pour les services policiers. Vous savez que notre entente de 10 ans est terminée depuis déjà quelques années et la Sûreté du Québec est en discussion avec toute la MRC du Québec. Actuellement, on a 65 policiers au poste de Donham, dont 3 officiers de la direction. La nouvelle entente va inclure le même nombre de policiers, ce à quoi les membres du comité ont dit qu'ils étaient mécontents parce qu'ils voulaient avoir une augmentation de la présence policière. Ça fait que ce qui a été demandé, c'est de vérifier avec la FQM, avec l'UMQ, au niveau des discussions, au niveau provincial, sur la possibilité d'augmenter le nombre de policiers pour tenir compte. Notamment, là, chez nous, là, il y a eu, depuis, si on prend la dernière entente, on recule de 12-13 ans, là, il y a eu une forte augmentation de la population, des activités touristiques. Donc, on pense que c'est justifié d'avoir plus de policiers. La Sûreté du Québec nous dit que la criminalité est en baisse, puis on le comprend, mais la police n'est pas là que pour la criminalité, elle est là aussi pour la présence policière. Ils nous disent également que dans les dernières années, il y a eu une forte augmentation des interventions policières liées à des problèmes de santé mentale de la population. Il a été discuté avec les autorités du réseau de la santé d'avoir des collaborations par les travailleurs sociaux avec les policiers pour mieux gérer ces cas-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est en train de monter un dossier pour démontrer que la région de Brome-Missisquoi aurait besoin de plus de policiers parce que dans certains pôles, là, il n'y a pas des policiers 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et des fois, il y a des délais d'intervention qui sont assez longs. Si vous avez des choses à ajouter, là, oui, Laurent, comme président. Au comité de sécurité. Pierre qui... Oui, je voulais juste poser une question au comité de sécurité. Y a-t-il un ratio qui existe policier par population? Ça existe-tu, ça? Oui. Il y avait un ratio autrefois, c'était 1 policier par 1000 habitants, mais c'est peu utilisé aujourd'hui. Il y a un calcul scientifique là, qui est fait. Là. Nous, on a 65 policiers pour à peu près 53 000, 54 000 habitants, parce que Bromont a sa police municipale. Là. Oui, mais Robert, il faut spécifier que sur le nombre de policiers, ce n'est pas tous des patrouilleurs. Ce n'est pas tous des policiers qui vont aller en patrouille. On a des enquêteurs et tout. On se retrouve avec, je crois, 53 ou 54 policiers qui patrouillent. Ça, c'est une chose. Puis dans ce que tu dis, Robert, est-ce qu'il y aurait lieu quand même de faire une résolution de demandant à la FQM et à l'UMQ, à nos 2 unions, de
travailler pour avoir une desserte plus grande au niveau des forces constabulaires? C'est une excellente idée. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous connaissez la réalité de Farnham, on a fait des représentations et tout, puis là, je veux pas on parle pour la MRC, mais ce serait intéressant qu'on demande à nos unions de demander dans les négociations, dans les discussions, d'augmenter la desserte policière au niveau de la MRC. Pierre? Ben, moi, avec le nouveau poste de police, j'imagine qu'ils peuvent avoir plus de qui peuvent changer. Oui, tout à fait, Pierre, effectivement, mais là, la demande va aller au. Oui, d'accord, mais le poste de police a été bâti pour plus de policiers. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord à prendre une résolution de la sorte, tout le monde? Oui. Oui. Je ne la proposerai pas, là. Si on est Tu peux le faire, Patrick, Claude. Tout le monde veut. Je vais prendre Laurent et Claude, là. Ça, j'aime ça. Parfait. Fait que, encore une fois, David, tu vas nous fignoler quelque chose de bien, j'en suis convaincu. Oui, je vais me servir des faits saillants qui avaient été donnés aussi dans le PV du CA. J'ai certains paramètres qui vont m'aider pour cette résolution-là. Parfait. Excellent. Merci. Ensuite de ça, il y a le renouvellement de l'entente, c'est ça. Le rapport d'activité, il y a les 2 rapports d'activité au septembre, octobre, novembre qui ont été déposés. C'est ça. Donc, vous les avez dans le box, les 2 rapports d'activité. Ils seront envoyés demain à tous vos DG. Le 3e point, j'ai fait un tableau comparatif, comme à chaque année, là, pour les coûts des municipalités pour la Sûreté du Québec. Fait que vous avez le tableau dans le box également qui démontre pour les années, l'année actuelle 2022, mais les 4 années précédentes. Moi, je vous rappelle que, parce qu'il y a une colonne au niveau des coûts concernant le taux de taxation, là, ça peut paraître bas, mais c'est parce que la Sûreté du Québec, mais en réalité, c'est le ministère de la Sécurité publique, là, il prend la RFU moyenne des 6 dernières années, entre 2015 et 2020 inclusivement. Et on sait qu'en 2021 et 2022, votre richesse a monté beaucoup. Donc, c'était avant les fortes augmentations. C'est pour ça que, en prenant cette richesse foncière-là, c'est pour ça qu'il y a des taux de taxation moyens entre 7 cents et 11 cents à peu près là, par municipalité. Il y a Martin qui a levé la main. Oui, ça avait rapport au rapport d'activité. Est-ce que je me trompe ou c'est quelque chose qui est c'est quelque chose de privé qu'on doit garder confidentiel à l'intérieur des conseils municipaux? Oui, mais la Sûreté du Québec préfère que ce soit gardé privé parce qu'ils ont peur qu'il y ait des gens qui se servent de ça pour savoir où se promène la Sûreté du Québec, quels sont les secteurs de patrouille. C'est bon. Merci. Parfait. Merci, Martin. Donc, au niveau de l'avancement, on est rendu à l'avancement du nouveau poste? Oui, donc l'avancement du nouveau poste, si vous êtes passé devant le nouveau poste récemment, vous avez vu que ça avance très, très bien. On se croise les doigts, là, mais pour le moment, Pierre, j'imagine que tu es bien content, là, les travaux avancent bien. Oui, bien, regardez, ils travaillent sans relâche, puis j'imagine qu'ils vont livrer le poste de police comme prévu. Demain, ça fonctionne là, présentement. Tout va bien. Il n'y a aucune roche dans le sabot. C'est bon, ça. Parfait. Bien, ça va pour le point de sécurité publique, Robert? Oui. 18, projet de pôle universitaire à Granby. Donc, c'est une demande d'appui. J'ai eu une rencontre aujourd'hui avec la mairesse de Granby, Mme Julie Bourdon. Le pôle de Granby, la ville de Granby, en fait, aimerait bien avoir un pôle universitaire, là, sont en action à ce niveau-là. Il y a des rencontres de prévues aussi avec l'Université de Sherbrooke et tout. Évidemment, ils nous demandent des appuis au niveau de la MRC. C'est considérant qu'on est une université limitrophe. On sait que Granby, c'est quand même très limitrophe là, à notre MRC. Donc, c'est une demande d'appui au niveau de la ville de Granby. Moi, je vois ça d'un très, très bon œil, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou... Je propose. Claude. Dans la proposition, Louis et Claude, dans la proposition, il est demandé aussi que les villes
si vous avez, si vous désirez, nous autres, Farnham, on va appuyer là, au prochain conseil. Donc, s'il y a des villes qui veulent appuyer, c'est sûr que plus elle a d'appui, mieux c'est. Elle va faire elle a une rencontre. Vos conseils de ville, normalement, c'est soit le premier lundi ou le premier mardi du mois, à tout le monde. Mais moi, je voudrais juste avoir un peu plus d'informations à ce sujet-là. Oui. Le projet de pôle universitaire à Granby, c'est correct, mais peux-tu élaborer un peu plus? Ben, en fait, c'est d'avoir une université à Granby. Les universités limitrophes, là, on parle de. Si on prend pour Missisquoi, Sherbrooke, c'est l'université, ou sinon on arrive à Longueuil. C'est d'avoir une université dans la région. Il y a 50 pôles au Québec universitaires. Beaucoup de pôles sont à 20-30 km de distance. Si on regarde la réalité au niveau de notre région, on s'entend qu'il n'y a pas une grande couverture au niveau universitaire. Mais il y avait pas un bassin de population aussi qui rentrait en ligne de compte pour les universités ou ça n'avait pas rapport? Bien, il y a un certain rapport de bassin de population, mais déjà avec la ville de Cowansville et le MRC, j'imagine qu'elle a fait ses devoirs là, à ce niveau-là, la ville de Granby, tout ça. C'est juste ça que je voulais savoir. C'est correct, il n'y a pas de problème. Parfait. Steven? Oui, je l'avais juste un commentaire. C'est sûr et certain que ce serait bon d'avoir une université proche parce que si on ne veut pas que nos enfants soient obligés de quitter la région pour aller à des universités, c'est sûr que ça en prend un. Mais juste un autre commentaire aussi à faire là-dedans, c'est que j'ai ma plus vieille qui fréquente le cégep de Granby. Fait que si jamais il veut sérieusement mettre une université, qui va planifier du stationnement parce que c'est vraiment un enjeu et une problématique avec le cégep déjà. Fait que s'il y a le problème, ça gâte pas bien. David, peux-tu mettre ça dans les considérants? Là? Stationnement. C'est vrai, oui. Qu'adresser à M. Bonardel. Steven. Excellent. Est-ce que vous voulez l'adresser, par exemple, aussi à M. Bonardel, le ministre de l'Estrie? Oui, il y a deux choses. Il faut savoir qu'au niveau, ce que j'ai su, c'est que les universités sont souveraines au niveau là, de la distribution, où est-ce qu'ils vont aller. Donc, ce n'est pas tant le ministère de l'Éducation que directement aux universités. On pourrait faire à la ville de Granby. Pardon? À Mme McCann aussi. Mme McCann, OK. Oui, bien moi, ce que Julie Bourdon me disait, c'est que les résolutions, c'était mieux que ce soit directement à elle. Elle allait se promener et elle allait voir le monde avec. On peut les envoyer à tout le monde, mais l'impact sera vraiment au niveau de Mme Bourdon qui va prendre son bâton de pèlerin et qui va aller se promener. C'est pas... Donc, on peut les faire à tout le monde, mais elle va vraiment les prendre physiquement et aller s'asseoir. Puis le plus elle en a le 8 lors de sa rencontre, le mieux c'est. Parfait, c'est noté. Claude? Steven, je ne sais pas si je pense que le cégep est déjà pas mal plein. Je pense peut-être que c'est un autre immeuble ailleurs que là, pas nécessairement. Oui. Oui. Ah, mais je pense que l'observation que Steven faisait, c'est de dire pas nécessairement le même bâtiment, mais s'ils font une université, que de s'assurer qu'à l'université, il y ait assez de stationnement. Ah ouais, OK. Je pensais qu'il parlait dans le même coin. Excuse. Fait que ça va pour ça. Donc, j'invite les villes, même la MRC, on pourrait envoyer aux villes aussi de Bromissisquoi afin de faire une résolution pareille. Une résolution, nous aussi, dans nos conseils respectifs. C'est noté. Parfait. Patrick? Oui? On va-tu recevoir la résolution dans les conseils? On l'a-tu reçu? Est-ce qu'ils demandent pour qu'on puisse l'appuyer? Non, on a demandé à la MRC, mais la MRC va faire le relais aux villes. OK, c'est bon. Je vous ferai suivre une copie. La main. J'avais la même question que Daniel. C'est bon. Oui, la MRC, on va l'envoyer aux villes pour que les villes prennent des résolutions début mars. C'est ça. C'est bon? Oui. Excellent. Oui. Parfait. Donc, ça nous amène aux dépenses supplémentaires autorisées par le Conseil? Oui, c'est simplement deux petites dépenses. Là. T'es-tu payé? Ça ne sera pas long. Je l'ai ici. Bon. Au niveau de la régie, l'écocentre de janvier, 54 236,37. Et puis, au niveau les promenades de l'Estrie, c'est un ajustement au contrat de 2021, donc un montant de 36 112,94.
Louis propose et? Seconde, Caroline. Seconde, Caroline. Parfait. Point 20, calendrier des réunions. Donc, c'est Robert. Oui. Donc, le calendrier des réunions, David. Demain matin, à 8 h, il y a un comité de mentorat. C'est bon. Cette semaine, il n'y a pas autre chose pour le moment. La semaine prochaine, le mardi 22, il y a le CA du CLD à 8 h le matin. Et vous êtes tous invités à 16 h par Zoom à la projection d'un documentaire sur le ruisseau Jackson. Le ruisseau Jackson, c'est un des tributaires de la rivière Yamaska en amont du lac d'Avignon. Le 24, il y a une table des MRC de l'Estrie en avant-midi. En après-midi, à 13h30, comité tourisme. À 15 h, il y a la rencontre d'échange de tous les DG municipaux. Et à 16h30, il y a le comité de sécurité incendie. On s'en va à la semaine du 28 février. Donc, le 2 mars, à 8h30 le matin, le CA de la MRC. La semaine du 7 mars, il y a le comité consultatif d'aménagement le 9 mars à 19 h. C'est marqué en présentiel, Nathalie, ça devrait marcher, hein? On est au prix, on met les épingles à corde à linge. Là, pour... Les châtelets. Acceptez-vous la visite s'il y en a qui veulent venir? Parce que ça fait longtemps, on a tout envie d'y aller. Oui. En fait, c'est des boîtes de tests rapides, il faut que tu mettes sa corde à linge. Lucie, tu as levé la main, est-ce que c'est un rapport au calendrier? Oui, c'est par rapport au CA du CLD qui est annulé. J'ai vu un message passer aujourd'hui. Alors, tu mentionnais que c'était quelque part cette semaine, je pense. Le 22. C'était le 22 février, le CA du CLD. Annulé? Oui. Bien, j'ai vu quelque chose passer ce matin. Je dis le 20. Il n'a pas été annulé, Lucie. Il est toujours le 22. Je regarde. OK, parfait, c'est beau. Oublie ça. C'est peut-être autre chose, oui. C'est peut-être autre chose qui a été annulé. Donc, on était rendu au comité d'aménagement le 9 et le 10, il y a le comité de transport à 15h30. Et on va à la semaine du 14 mars. Le 15, l'Assemblée du Conseil en soirée à 19h30 et il va sûrement avoir une présentation. Tantôt, on parlait là, des chantiers d'accès à la terre que Leslie pourrait venir vous présenter à compter de 19h. Ça va pour ça? Est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres réunions qu'on a oubliées? Non, ça va. Parfait. Bien, ça nous amène déjà aux correspondances. Donc, en 21.1, CMQ, audit de conformité. La CMQ demande à ce qu'on vous dépose une correspondance qu'elle a transmise en lien avec un audit de conformité de la MRC au niveau de la transmission des rapports financiers. Robert, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, mais ça a été transmis à toutes les MRC du Québec puis à plusieurs municipalités du Québec. Donc, la commission municipale vérifie que les délais de transmission des états financiers sont bien respectés. Dans le cas de la MRC, ça a toujours été bien respecté, sauf une année où les états financiers ont été remis environ une semaine plus tard que la limite, parce qu'il y avait des problèmes d'absence pour maladie au niveau du personnel de la comptabilité. C'était quelque chose d'impondérable. Donc, c'était en général, on est toujours dans les délais pour la transmission des états financiers. Parfait. 21.2, prévention UPAC, oui, séance l'UPAC, de sensibilisation qui est offerte. Vous l'avez peut-être reçu par courriel. L'UPAC demande à ce qu'on vous relaye de l'information en lien avec une formation qu'elle pourrait organiser. Donc, c'est sur le box. Vos DG l'ont reçu aussi par courriel. Effectivement. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est possible.
21.3, donc, municipalité de Frelichburg, soutien au projet de création de nouvelles places subventionnées en service de garde. Dès que je te comprends, Lucie. Et voilà, oui, c'est ça. Alors, je souhaiterais que le Conseil des maires, qu'on émette une résolution de soutien. Je le sais que, bon, ils ont fait l'annonce des places. Je suis super contente pour Cowansville, je suis super contente pour Lac-Brome. Je ne viens pas ici pour demander vos places. Vous en avez besoin, on en a tous besoin. Mais nous, à Frelichburg, on avait vraiment un super beau projet. Dans la grille d'analyse, on a atteint les maximums à tous les éléments qui étaient demandés. C'est d'ailleurs, le comité recommandait l'acceptation. Puis mon point, c'est qu'en 2014, quand il y a eu l'octroi des places lors du dernier appel d'offres, toutes les places ont été données dans le nord de la MRC. Et cette fois-ci, c'est encore le nord de la MRC qui a reçu toutes les places. Ce qui fait que le sud est vraiment déficitaire et ça va en s'améliorant pas du tout, là, ça empire. Donc, pour un prochain appel d'offres, on me dit que probablement, j'étais en contact avec Joanne Gauvin à ce sujet-là, qui devrait arriver comme incessamment. J'aimerais ça qu'on ait un soutien pour qu'un CPE puisse ouvrir dans le sud. Frelichburg, je serais bien contente, mais ce serait à Saint-Armand, ce serait à Donham, je serais contente aussi, là. Au moins, on viendrait comme couvrir les besoins de notre région à nous, qui ne sont vraiment pas desservis. Il y a des questions? Je propose. Sylvie propose. Pierre, tu as une question, tu secondes? Oui, non, ben j'ai une question. Lucie, justement, nous autres, on s'est fait approcher de la ville de Donham qui a un CPE qui s'en viendrait à Donham, puis il a dit que l'étude est assez déjà avancée. Fait que c'était juste pour t'informer qu'on a déjà été ciblé, même en 2014, mais là... Mais vos places sont parties à Farnham en 2014. Non. Mais là, ils reviennent encore. Mais en tout cas, on va suivre ça de proche, puis si on peut faire un appui pour Frelichburg, il n'y a aucun problème là aussi. Là. Parce que l'idée, c'est dans la région. Parfait. La proposition, Pierre? Va le seconder, certain? Ben oui. Parfait. En espérant que ça porte fruit, Lucie. Oui, puis si c'était possible de faire suivre au ministre de la Famille ainsi qu'à notre député, ce serait bien apprécié. C'est noté. Puis je vais me servir aussi des éléments que tu m'as envoyés par courriel, Lucie. Parfait. Excellent. Merci, David. Excellent. Ça va pour ça. Donc, CMQ, oui, audience publique de la CMQ sur la demande de changement de nom de la région administrative de l'Estrie. Oui, vous avez eu de l'information à ce sujet-là. Donc, la Commission municipale du Québec tient des audiences publiques sur la demande de changement de nom de la région de l'Estrie. La période pour les commentaires est terminée. Vous pouvez aller sur le site de la CMQ et lire tous les commentaires. Et là, c'est des audiences publiques, donc en virtuel la semaine prochaine et en personne à Sherbrooke, Lac-Mégantic et Granby en mars. Puis ensuite, la ministre va prendre une décision. Il y a des questions là-dessus. Je vous rappelle que la MRC, on avait décidé de ne pas prendre position à ce niveau-là. Et puis, moi, en tout cas, j'aurais tort qu'on devrait rester, ça c'est mon opinion à moi, là, de ne pas prendre position à ce niveau-là. Lucie? Oui, je veux juste revenir sur le calendrier. Je regarde, j'ai vraiment un courriel qui me dit que le CA du CLD est annulé le 22 février. Est-ce que j'ai manqué? Ça se peut-tu que tu aies eu une annulation puis un remplacement par un nouveau courriel parce qu'il y avait un nouvel ordre du jour? Il y a eu 2 courriels aussi. Je n'ai pas vu, j'en ai vu qu'un. OK, ben c'est bon. Juste me reconfirmer la date, c'est quand? Oui. Le 22 février à 8 h le matin. OK, ben écoute, oubliez, je n'ai rien dit. Il n'y a pas de souci. Je vais demander à Sonia Picard du CLD demain, là, Lucie, qu'elle te renvoie pour être certaine, que tu sois certaine là, que tu as bien reçu le bon. C'est bon, merci. Parce que juste un instant, Robert, juste pour confirmer, parce que je suis convaincu qu'on a reçu 2 courriels de Sonia, ouais. Convocation CA-CLD, nous vous convoquons à 2h10 aujourd'hui, cet après-midi, Lucie. Ah.
Parfait. Donc, il n'y avait plus rien au niveau des correspondances. On serait rendu à questions diverses? Oui. Ça vous va? Prochaine séance, on sait c'est quand? Il n'y a pas eu d'autres questions du public non plus. Tu n'as pas d'autres questions, mais Lucie avait un commentaire ou une question? Ben, je veux juste dire que le courriel que j'ai reçu d'annulation, il était à 4h10. J'ai vu celui de Sonia en premier, mais elle en a retourné un autre pour l'annuler. En fait, pas grave. C'est bon. À tout le monde? Non, mais c'est important quand même. Elle l'a envoyé à tout le monde, Lucie? Ou... Attends, je retourne dedans, là. Annuler, CA, CLD. Oui, tout le monde. Non, c'est juste laquelle qui est envoyée? Sonia Paquette, José Nadon. Sonia Paquette, c'est Sonia Picard au niveau du CLD. Sonia Paquet de Service Québec. Non, elle l'a envoyé aussi à Sonia Paquette. Écoute, regarde, je vais parler à Sonia demain. Là. Franchement, oubliez ça. Je voulais juste vous dire que je lis mes courriels quand même. Ben, en tout cas, oui, ça, il n'y a aucun doute. Moi, je te crois sur parole maintenant. Bon, ça va tout le monde. Alors, ça nous amènerait, s'il n'y a pas de questions du public, à la levée de la séance. Ça a été rondement. Et puis, la prochaine fois, on devrait se voir en présentiel. Donc, je touche du bois. Monsieur Dubois, il est où? Là? Puis, je vous souhaite une très belle soirée. Qui propose la levée? Sylvie B. Sylvie B. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée, tout le monde, et à bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bye.